Il faut le dire, même les plus passionnés du personnage comme moi et de ce film le sont en plaisir coupable. Chant du cygne indigne de l'ère Moore, le film est plutôt poussif et l'inspiration manque cruellement. L'histoire se rapproche de celle de Goldfinger et c'est dommage qu'ils ne soient pas restés sur ce qu'ils avaient enclenché avec L'espion qui m'aimait, Rien que pour vos yeux et Octopussy. La scène du Zeppelin où Zorin explique son plan et dont il va tuer quelqu'un qui ne veut pas le suivre ressemble trait pour trait par exemple à celle de Goldfinger et son plan de Fort Knox. Le film est tiré de la nouvelle Bon baiser de Paris de Ian Fleming, paru en 1960, et qui en VO se nomme From a View to a Kill, et dont on enlèvera le From pour le titre en VO. Il est évident que le titre français, qui n'a rien à voir, est un hommage à la série Amicalement Vôtre, A View to a Kill étant presque intraduisible en France. What a view to a kill. Ici, c'est l'humour poussé et les gags visuels qui affluent, et ce dès le pré-générique, avec une poursuite en ski et une chanson qui n'a absolument rien à foutre là, California Girls. Mais comme avec le ski jet de L'espion qui m'aimait, c'est ici le snowboard qui va être présenté au monde et une maquette d'hélicoptère qu'un fabricant de jouets avait dû laisser sur le plateau. A noter que le snowboarder est brun, cela se voit un petit peu quand même. Le scénario est encore de Richard Maybaum et Michael G. Wilson qui va officier pour la première fois en tant que producteur avec son beau-père Albert Broccoli. Alors attention, ne nous leurrons pas, le pognon et l'ambition d'un gros bond sont bien là, une photographie d'Alan Hume aux petits oignons, des décors toujours bienvenus et surtout, le plus grand méchant de la saga qui intrigue. If you're the best they have, they'll more likely try to cover up your embarrassing incompetence. Don't count on it, Zoran. You amuse me, Mr. Bond. John Glenn revient à la barre pour la 3e fois, un peu plus pépère ici, mais c'est avant de se lâcher sur les Timothy Dalton. Il est dans la famille Bond depuis plus de 15 ans et n'a absolument rien à prouver, et en plus d'être un réalisateur qui assure, il est un ancien monteur et voit donc le film monter dans sa tête. Il n'hésite jamais à multiplier les plans et à consommer de la pellicule. Moore s'en va certes, mais le réalisateur doit être choisi avant, il sait que ce sera lui. Alors le casting n'est pas parfait niveau James Bond Girl, il faut le dire, avec une Tanya Roberts en mode automatique qui nous montre son non-jeu d'actrice dans ce film, c'est malheureux. Même les scènes d'action semblent décousues parfois ou pas à leur place, mises là pour en ajouter sans ajouter quoi que ce soit à l'histoire. La pire étant bien sûr celle du camion de pompiers à San Francisco, où le mélange prise de vue réelle et acteur en studio ne sert que pour faire rire, ou du moins essayer, et pourtant Moore conduira le camion sur certains passages, sauf ceux où le camion est en scène d'action. Même la poursuite en renonce, un taxi à travers Paris, met plus de piétons en danger par la conduite de 007 que les méchants durant le film. Heureusement, certaines scènes, comme la course de chevaux avec son magnifique suspense et le final en haut du Golden Gate, sont absolument délicieuses. Friends of yours? Exercise, boys. Jumping together is more realistic training. Bob Simmons, cascadeur depuis le premier film, âgé de 63 ans ici, va prendre sa retraite et va malheureusement décéder 2 ans après la fin du tournage. C'est Rémi Julien bien sûr qui officie sur les cascades en voiture. Le film commence par un avertissement comme quoi le film n'a rien à voir avec quelques personnes ou sociétés du monde réel ayant pour nom Zorin. En effet, il existait une compagnie du nom de Zoran alors. Lors du tournage de la séquence du pré-générique au studio Pinewood, un feu va se déclarer sur le plateau d'à côté sur le film de Ridley Scott Legend. Il sera donc reconstruit et renommé Albert R. Broccoli 007 et les mesures sont gigantesques avec 150 mètres de long, 50 de large et 15 de haut. Is that it? No, those are the servants' quarters. Stables over here. Le film sera tourné en Islande, au château de Chantilly et pour les appartements des domestiques au château d'Enghien et bien sûr à San Francisco. 30 millions de dollars sont alloués au film et il va en rapporter 152 millions dans le monde et faire presque 2 500 000 entrées en France. C'est un franc succès. Alors oui,
C'est bien moins qu'Octopussy avec 33 millions de moins, hein, mais voilà, on sait qu'il est temps de recruter un nouvel agent, et c'est la première fois qu'à la fin du film, nous aurons un James Bond qui va revenir sans le titre. Et oui, James Bond will return, mais on ne sait pas dans quoi. Côté merchandising, un coffret Matchbox comprenant l'ensemble des véhicules du film devait sortir mais sera malheureusement annulé. Le premier jeu vidéo James Bond sortira avec ce film, hein, A View to a Kill donc, est édité par Domark et disponible sur ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, Auric 1, Auric Atmos et MSX. Le second, un James Bond 007 A View to a Kill, il faut faire quand même dans l'originalité, est un jeu basé sur des textes pour les ordinateurs DOS et Apple II. Il est développé par Anglesoft et publié par Mindscape Group. Une campagne de publicité massive va commencer avec des posters où Bond est accroché à la Tour Eiffel avec Mayday qui lui saute dessus en parachute. La deuxième est un peu plus réussie, c'est celle de Bond et Mayday dos à dos, et enfin la finale avec Stacy et Bond sur le Golden Gate. Lone Star Toys s'occupe comme d'habitude du pistolet dangereusement vôtre avec Holster, Esther Hop avec 2 puzzles et Matchbox des versions miniatures du taxi et de la Rolls. Zéon va même créer un réveil 007. You have exactly 35 minutes to get properly dressed, 007. Après le succès d'Octopussy, tout le monde pensait que Roger Moore allait, pour certains même enfin, prendre sa retraite. Après tout, il l'avait annoncé. Il va pourtant, avec Dangereusement Vôtre, y faire sa dernière et 7e apparition en 007. Il est limite en âge, notamment sur sa relation avec Stacy, bien plus jeune que lui, et même pire, puisque la propre mère de Tanya Roberts était déjà plus jeune que lui. Il est de bon ton à l'époque de rire de ça et du bonhomme. By the way, the name is James St. John Smythe. I'm English. La blague est de dire que quand Bond est en action, Roger Moore est sur son fauteuil. 12 ans et 7 films, Moore relève quand même le défi et prouve que le choix fut astucieux et que le pari fut gagnant. C'est avec lui et le fait qu'il vieillisse à l'écran que le mythe du personnage invincible se développe. Le héros au sens strict du terme, invincible mais humain. Bond de vie, il est éternel par ses acteurs, Moore y compris, n'en déplaise aux détracteurs. Yes, I'm afraid it is. Pour la scène de la poursuite avec le camion de pompiers, comme tout se passa bien malgré une assurance de 100 millions de dollars au cas où, Diane Feinstein, maire de la ville, remit les clés de la ville à Roger Moore. Pour la scène sous l'eau, Moore ne fut pas doublé non plus et il fut dit que bien que des langues bien pendues déclaraient que l'on voyait les doublures du monsieur, ce qui est vrai quand même, il avait quand même bien donné de sa personne au fil des années et fit toujours son maximum. L'acteur aura bien interprété le personnage avant de dire lui aussi jamais plus jamais, et franchement, son air est vraiment loin d'être ridicule, bien au contraire, que tous ceux qui ne l'aiment pas se retapent les films. Claude Bertrand doublera pour la dernière fois malheureusement Roger Moore puisque atteint d'un cancer, il décédera un peu plus tard. Ones he's been using to pump seawater into the Hayward Fault. These lead straight into this section of the San Andreas Fault. Bon, Stacy Sutton, Tanya Roberts. Oui, d'accord, le physique, ça compte. Et nous n'oublierons pas Sheena, reine de la jungle, ou Dar l'invincible, voir son rôle insipide dans la dernière saison de Drôle de Dame et excellente en secrétaire de Mike Hammer. On est d'accord. Riche héritière ici dans le film, elle est géologue très crédible et traverse une sale période, n'ayant presque plus d'argent. Sa compagnie, enfin ses actions, ayant été acquises par Max Zorin. Les quelques actions restantes, elle tient à les garder et Zorin va tout faire pour les acquérir. Dieu sait à quel point certaines James Bond Girls ne nous ont pas beaucoup inspirés, mais alors ici, c'est un grand moment de solitude. En danger en permanence, sa phrase la plus lue sera du fameux James au secours, et n'apporte rien à l'histoire ou au personnage. Côté géologie, on voit l'actrice essayant de se rappeler son texte et l'on pouffe parfois de rire. Un personnage aussi crédible que Denise Richards en physicienne nucléaire dans Le Monde ne suffit pas.
Je ne vais pas m'étaler sur l'actrice, quoique j'aurais bien aimé à l'époque, mais on l'aimait bien notre Tanya et elle nous quittera malheureusement en 2021. Elle est doublée par Joël Fossier. Wow. Paula Ivanova. James Bond. En deuxième Bond Girl, si c'en est une, après tout elle canne avec notre héros, spécialiste du jacuzzi, Paula Ivanova, jouée par Fiona Fullerton, aime son métier et comme 007 apprécie la détente entre deux agents, Bond et elle ont un passé dont ils parlent dans ce fameux jacuzzi. James, you haven't changed. Well, you have. You're even lovelier. Elle s'enfuit en volant la cassette audio de James Bond, mais celui-ci l'a remplacée. L'actrice aurait été une très belle James Bond girl. Il est dommage qu'ici elle ne fasse qu'apparaître quelques minutes. Tchaikovsky! Détente can be beautiful. C'est Monique Thierry qui la double, la voix de Goldie Hawn, Kathy Bates, à l'accent russe très prononcé. Neglecting my other guests. Enjoy yourself, you'll find the young lady stimulating company. Christopher Walken, acteur absolument génialissime et important et fan de James Bond depuis toujours, accepte de jouer le méchant sans rechigner. Plus jeune, il avait été impressionné par le jeu d'acteur de Robert Shaw en Grant dans Bon baiser de Russie. Il est fan de James Bond. Zorin est un génie pervers qui doit sa grande intelligence et sa psychopathie aux expériences du dégueulasse docteur Karl Mortner, ancien nazi, qui a fait naître Zorin dans un camp de concentration en injectant à sa mère des stéroïdes dans le but de créer une race supérieure. Supérieur, il l'est, mais son penchant psychotique pour le meurtre aussi. Il travaille pendant un temps pour le KGB et lance l'opération Filon, détruire la Silicon Valley pour avoir à lui seul le monopole des puces électroniques. I propose to end the domination of Silicon Valley. Avoir un acteur de la trempe de Christopher Walken est un atout majeur pour n'importe quel film et encore mieux un 007. De plus, c'est le premier acteur oscarisé à jouer dans la franchise. Physiquement inspiré par Sting, on proposera le rôle d'abord à David Bowie. Il est connu pour ses personnages mystérieux et étranges et ne faillit jamais à la règle ici. Would you be interested primarily in stamina? Il faut le voir tout le temps se fendre la gueule, notamment quand il se rend compte de qui est réellement Bond et qu'il a le permis de tuer. Impitoyable et charmeur, il devient un acteur plus qu'accompli dans la scène finale, glissant sur le tube du Golden Gate, comprenant qu'il va faire une chute mortelle et se marrant encore un gloussement à l'appui, le final se retournant contre lui. De Voyage au bout de l'enfer et des portes du paradis de Michael Cimino, de Brainstorm de Douglas Trumbull et Dead Zone de David Cronenberg juste avant le Bond. Il enchaînera sur de grands films comme un chien enragé de James Foley, Batman le défi de Tim Burton, True Romance de Tony Scott, quelle scène, ou le King of New York de Abel Ferrara et tant de titres qu'il mériterait une vidéo à lui tout seul. Waiting for you. To take care of me personally. C'est l'énormissime Bernard Tiffany en plus qui le double, sa voix officielle pour un temps, et qui lui donne un cachet sans pareil comme sur Donald Sutherland, James Caan ou Chuck Norris. Un très grand acteur de doublage. Mayday est jouée par Grace Jones, actrice exotique au physique d'Amazon comme dans Conan le Destructeur de Richard Fleischer. Mais est-elle vraiment une méchante? En effet, sur les préaffiches et flyers, on y voit Bond et elle dos à dos avec la phrase « Bond a-t-il trouvé son égal ?» mais ils ne se battent jamais. Or, pas de combat entre les deux, mais bien une scène de kénage. Elle pratique les arts martiaux et a aussi un fort potentiel sexuel pour notre agent favori. Dénuée d'humour et aux tenues plus qu'improbables, sa force est terrifiante et va tuer 3 collègues de Bond. C'est Zorin qui la fera passer de l'autre bord en tuant ses acolytes dans l'effondrement de la grotte et elle sauvera Bond et la Silicon Valley en remontant cette fameuse bombe, se sacrifiant pour la bonne cause. Ce sera un personnage les plus intéressants de la saga et de l'Amour. What's there to say?
Et sa scène au lit avec 007 montre que c'est elle qui domine. Selective breeding is important, yeah. But more important is conditioning and desire. Yeah? Le docteur Karl Mortner est joué par Willoughby Gray, de son vrai nom dans le film Hans Globe, ancien nazi aux expériences infâmes sur les détenus des camps de concentration. Il n'a d'affection que pour Max Zorin, qu'il considère comme son fils, et meurt dans le dirigeable du final. Bon, il faut le dire, l'acteur n'est franchement pas le meilleur acteur de la planète. On ne le reverra que dans le Princess Bride de Rob Reiner en roi Lautaron. Même son look est stéréotypé et ne vaut pas la peine de s'y attarder. Et c'est Claude Dide qui officie sur sa voix. Monsieur Smythe, my name is Carpine, head of security. How do you do? We have a room for you at the chateau. Oh, splendid. Scarpine est joué par Patrick Beauchot, que les fans de la série Le Caméléon connaissent bien. Il est le chef de la sécurité chez Zorin et donc de facto un homme de main. Le personnage rencontre Bond dans le château, mais après c'est l'encéphalogramme plat, peu de scènes si ce n'est aider Zorin à tuer des gens sous la grotte, et son personnage plutôt monolithique est très peu écrit. Is it here? You mean the full brother of Pegasus? Yes. He's the outstanding horse of the sales. Acteur belge d'origine, il a joué chez Eric Romer, Wim Wenders ou Diane Curis, Zulawski et La Femme publique, Emmanuel IV de Francis Leroy, et c'est après ce Bond que sa carrière va décoller à l'international. Il alterne entre les pays, le cinéma et la télévision, et l'on verra donc dans Le Commissaire Moulin et Colombo de 1996 à 1999, dans Le Caméléon, en Sydney et Jacob Green, et La Caravane de l'étrange. Il se double bien sûr lui-même. What's going on? Tell them there's been a break-in. W.J. dirige la division pétrole et mines de l'État de Californie et travaille en fait pour Zorin. Il cache les activités illégales de celui-ci. Il va licencier Stacy et sera tué de sang-froid par Zorin pour que le meurtre soit imputé à Bond. Sa scène de meurtre d'ailleurs glace le sang, il faut le dire. But that means I would have to be dead. C'est un très jeune Daniel Benzali qui interprète le personnage et qui va connaître une petite heure de gloire avec la saison 1 de la très bonne série Murder One de Steven Bochco. Il était apparu dans New York Police Blues peu de temps avant. Il apparaîtra dans d'autres séries donc et est parfait en responsable de la sécurité intérieure de la Maison Blanche dans la très bonne série B Meurtre à la Maison Blanche de Dwight Little avec Wesley Snipes et Diane Gébandé Lane. Welcome, sir. I'm Jenny Flex. Of course you are. Jenny Flex est la plus jeune James Bond girl de la saga, elle n'a que 19 ans à l'époque et c'est la belle Alison Doody qui interprète le personnage. Elle jouera la maîtresse d'Indiana Jones senior et junior dans le 3e volet de la saga Indiana Jones à la dernière croisade avant de les trahir et de sombrer dans un gouffre. In all my years as a trainer, I've never seen a horse run such a fast last furlong. Sir Godfrey Tippett, our department. Looking for this. Quite a letdown. Notre chapeau melon préféré, John Steed, agent secret joué par le toujours excellent Patrick Macnee, joue ici Sir Godfrey Tippett. C'est un agent du MI6 qui vient en mission avec Bond pour sa grande connaissance des chevaux. Come along, Tippett. Stop wheezing. Il va se faire passer pour le valet de 007 dans une scène, assez drôle, où Bond le traite comme un larbin. C'est un personnage excellemment joué et très bien écrit, et le tandem fonctionne à merveille. Well, don't stand there panting, Tippett. Start the unpacking. Here, let me help. Yes, sir. Oh, thank you, sir. Sa mort sous la musique de John Barry est clairement quelque chose que l'on ne veut pas voir, tué par Mayday dans une laverie de voiture, et le personnage disparaît bien sûr trop vite. Après Honor Blackman, Joanna Lumley, Diana Rigg bien sûr, il est le 4e acteur de la série Chapeau melon et bottes de cuir à jouer dans un Bond. C'est le grand Jean Berger, sa voix de John Steed qui le double, comme d'habitude, parfaitement, un réel bonheur. Chuck Lee, CIA. It's a pleasure working with 007. Thanks. Now, what about Zard? Chuck Lee, joué par David Yip, un agent de la CIA, dont vendeur de poissons et sa couverture. Il sera lui aussi tué par Mayday, ce dont Bond n'a pas l'air de se soucier plus que cela, mais il a autre chose à foutre. A noter que la légende veut que c'est pendant cette scène que Maud Adams visitera le tournage et qui dit qu'elle apparaît apparemment quelque part dans cette séquence, ce que personne n'a jamais pu trouver. A new pet Q? If 007 you'd ever bother to read any memos sent from my department.
Q revient toujours sous les traits de Desmond Llewellyn, mais peu de temps, juste pour intervenir auprès de Bond et du ministre de la Défense pour les informer que le KGB a mis la main sur une puce top secret pouvant résister à une impulsion électromagnétique en début de film. Son passage sur le film est assez anecdotique, contrairement au précédent film où il participait même à l'action. It would appear so. 6 months ago, that company was acquired by an Anglo-French combine, Zorin Industries. M est toujours là, sous les traits de Robert Brown, excellent, mais apprécie peu les dégâts causés par 007 à Paris. All it took was 6 million francs in damages and penalties for violating most of the Napoleonic Code. Dont la ville réclame quand même 6 millions de francs pour rembourser tout ce qu'il a fait. From Siberia took a lot out of me. Your dedication when you're on the job is most commendable, James. Miss Moneypenny est ici incarnée pour la dernière fois par notre chère Lois Maxwell, et elle part en beauté en retrouvant Bond dans un hippodrome. Move your arms! Who's number one? The grey with him? There's Pegasus, Zorin's horse. Broccoli lui signifia que ce serait son dernier James Bond avec le départ de Moore. Et elle demanda si elle ne pouvait pas à la place jouer le rôle de M. Pas bête. On lui refusa l'idée, partant du principe que personne ne trouverait crédible une femme dans le rôle. GoldenEye et Judi Dench montreront qu'ils avaient tort, mais 10 ans plus tard. Malgré toutes les Moneypenny qui suivirent, Lois sera celle qui reste définitivement ancrée dans le mémoire cinéphilique. Max Zorin, impossible. He's a leading French industrialist. A staunch anti-communist with influential friends in the government. Frédéric Gray revient en ministre de la Défense et, bien sûr, il contre l'enquête sur Zorin qu'il pense respectable. Il se trompe sur toute la ligne, comme assez souvent. The Order of Lenin for Comrade Bond. The first time ever awarded to a non-Soviet citizen. Le général Gogol apparaît ici encore et sympathisant avec le MI6 et 007 pour se venger de Zorin qui a osé démissionner du KGB. Il va décerner à 007 l'ordre de Lénine. Where would Russian research be without it? Et explique que sans les Américains et leur technologie, la Russie n'aurait rien à voler pour créer la sienne. I'm pleased you approve, since you're paying the bill. Cheers. Achille Aubergine, une sorte d'Hercule Poirot français, est interprété par Jean Rougerie. Son nom est Aubergine en rapport au poireau d'Hercule et Achille pour concurrencer le Hercule. C'est un acteur impeccable que l'on a vu dans nombre de films français de Bertrand Blier à Just Jekin sur un Gwendoline dont on se rappelle. Il oscille entre cinéma et télévision dans sa carrière. Et c'est aussi la première fois que l'on va voir un jeune acteur qui fait ici une figuration et qui s'appelle Dolph Lundgren à l'écran, Vance, agent du KGB. You did not request approval before eliminating 007. Il est un garde du corps du général Gogol et était le compagnon de Grace Jones à l'époque. Et c'est en visitant les plateaux qu'on lui a offert ce petit rôle de figurant. Pas d'Aston Martin ou de Lotus Esprit, mais une Rolls-Royce Silver Cloud série 2 que Sir Godfrey nettoie plusieurs fois. Elle est en vrai la voiture du producteur Albert Broccoli, mais ce fut une autre Rolls bien sûr qui est envoyée dans le lac, faut pas déconner. C'est dedans que Tibbets se fera malheureusement étrangler et Bond y sera jeté donc dans ce lac et va s'en sortir de façon ingénieuse. Et dont l'idée sera reprise souvent au cinéma en respirant l'air d'un pneu. Histoire de bander un peu, le taxi Renault 11 que vole Bond après le saut de la tour Eiffel de Mayday et afin de la suivre alors qu'elle est en parachute est une excuse pour toutes les sortes de cascades les plus folles, voire idiotes, et finir même avec une demi-voiture. Il va croiser un bus Paris-Istanbul direct complètement impossible à imaginer. Le chauffeur de taxi lui-même ne joue pas bien, il est même insupportable. Techniquement, c'est bien foutu, certes, cinématographiquement, on s'en serait bien passé. Le petit dirigeable de Zorin se gonfle à l'intérieur d'une cabane et lui permet de s'échapper pour le final. Il en possède bien sûr un plus gros dont il se sert pour exposer son plan, la fameuse scène qui ressemble à Goldfinger, et ce dernier possède un escalier qui devient une planche à glisser pour expulser par exemple l'homme qui refuse le plan de Zorin.
Pour le petit, va servir à kidnapper Stacy et 007 l'accrochera au Golden Gate de San Francisco pour le grand final qui verra la fin des méchants et l'explosion bien sûr du ballon. Le sous-marin Iceberg du pré-générique qui permet à Bond de s'échapper de Sibérie, première incursion d'ailleurs de l'espion en territoire soviétique, est très luxueux et surtout possède un pilotage automatique. Oh, Commander Bond. Call me James. It's 5 days to Alaska. Qui va lui permettre de jouir littéralement de l'agent Kimberly Jones, joué par Mary Stavin, que l'on avait vu déjà dans Octopussy et que l'on a vu aussi dans House de Steve Miner. Côté gadget, ce n'est pas la surenchère, assez étonnamment, mais c'est définitivement plus que les derniers opus de la saga. Oh, Texas? Frisco. I handle Mr. Zorn's all interest there. Une bague appareil photo très voyante dont les plans donneront des faux raccords, puisqu'il pose sa coupe de champagne et reprend des photos avec la coupe de champagne à la main. Yes, sir. And if possible, a clean shot. Yes, sir. Un rasoir électrique pour détecter les micros dans la chambre que lui a alloué Zorin au château. Des lunettes polarisables qui enlèvent les reflets et permettent de regarder par les fenêtres. Un mini carbone de la taille d'un bloc-notes dont 007 se servira pour voir le chèque de Zorin à Stacy. Une cravache dont Zorin se sert pour stimuler une puce implantée dans ses chevaux et pousser les chevaux en performance. I find a computer indispensable. L'ordinateur bien sûr de Zorin avec caméra qui lui permet par sa base de données de comprendre qui est réellement 007. Et enfin un chien électronique absolument hideux et ridicule au possible, même à l'époque, que Q utilisera pour les zioter les ébats entre 007 et Stacy en fin de film. Personne ne sait pourquoi Q utilise cet objet au lieu de sonner à la porte. John Barry revient pour son avant-dernière composition sur un Bond et sa 10e partition. I saw Cubby Broccoli across the room and I said, you know, when are you going to have a decent theme song again? You want to do it? I said, hell, yes. A View to a Kill se démarque clairement des chansons habituelles des James Bond et va cartonner en étant un succès mondial. Interprétée et écrite par le groupe Duran Duran et l'aide de John Barry, elle va se classer première aux USA, c'est une première fois pour une chanson d'un Bond. En Angleterre, c'est la seconde place. Excuse me, aren't you? Bond, Simon, Le Bon. Duran Duran, I thought that song modernized Bond. They were like the embodiment of the 80s and that sophistication, the suits and everything. Le clip très 007 avec Bon Simon Le Bon, daté un petit peu aujourd'hui, avait beaucoup plu à l'époque et le générique de Maurice Binder fait son effet avec les lumières noires sur les corps féminins. La bande originale de John Barry est ultra efficace et donne le son de James Bond que l'on apprécie tant sur les images. They were big Bond fans. I mean, John Taylor knew everything about every Bond movie imaginable. I was just getting the whole Bond experience. I fell in love with the cars, the clothes, the girls. Corps, flûte, violon et cymbales qui ravissent tous les audiophiles bondomaniaques. But over time, you realized how impactful the music was. John Barry was the guy that gave pathos to Bond. Un savoir-faire que seul David Arnold touchera du doigt. L'orchestration se durcit ici et modernisée avec de l'électronique plutôt bienvenue et dont le prochain opus en sera friand aussi. Le thème principal de Stacy d'une très belle douceur est rappelé dans de nombreux morceaux et le thème de Bond revient sur quelques morceaux comme le Mayday Jumps. Bref, cela fonctionne et on se laisse porter par cette musique, encore une fois notamment sur le morceau au suspense absolu, Tibet's Get Watch Out, ou sur la fin du personnage, au style ultra bondien. Lyrique est puissante, A View to a Kill ne déçoit pas, la fanfare du feu à San Francisco le prouve.
Et le final, tout en action, nous ferait en demander plus, d'autant qu'aucune version longue de la musique n'est jamais sortie. À écouter et réécouter donc. Poursuite à ski, bagarre et scènes dramatiques sous l'eau et sous terre, c'est ce que l'on attend d'un James Bond. Il faut le faire juste de façon différente que les autres films. Ici c'est le cas, et le film, même s'il pêche par un script assez faible, donne son lot de très bons moments. Il est même rassurant quelque part que la pérennité de la saga et de la formule continue ainsi, du moins c'est ce qu'on disait à l'époque. Inconcevable aujourd'hui, en 1985, cela remplissait les salles. Oui, certains passages ou personnages sont gênants et même ratés, mais c'est sans jamais faire du film une pantalonnade. C'est le cas sur quelques scènes, mais pas sur le film, même si les passages aux États-Unis et notamment chez Stacy sont longuettes et avec peu d'intérêt. Bref, sans être un beau chant du cygne, c'est un départ non pas en demi-teinte, mais la tête haute, sans les honneurs, mais sans honte non plus. Pour moi, c'est un plaisir d'y retourner, malgré les 2h11 du film, j'en aurais coupé 10, et c'est un bon 5 sur 6 que je lui mets plus que mérité, pour un personnage que l'on adore retrouver, à la fois humain et bien sûr cinématographique, un fantasme absolu de mec. Voilà, on termine cette ère Roger Moore que beaucoup ont décrié en disant « Oh, on va se faire chier » et finalement... non seulement je fais les meilleures vues dessus, mais en plus de cela, je pense que les gens retrouvent quelque chose qu'ils n'avaient pas vu à l'époque. Je pense que les films doivent se revoir et A View to a Kill en fait partie. Dangereusement Vôtre a vraiment quelque chose, ne serait-ce que dans sa photo, qui est vraiment très 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 belle. J'espère que vous serez d'accord avec moi, on débat dans les commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas bien sûr d'actionner la petite cloche, de vous abonner si vous pouvez, c'est gratos. Et on se revoit très très vite pour du lourd. Bye bye. What's the position? 007 alive. Hells.